Et si le véritable péril pour l'Ukraine ne venait pas des lignes ennemies, mais de ses propres rangs? Imaginez la scène. Sur la ligne de Kupiansk, le tumulte n'est plus seulement le fruit des tirs russes, mais d'une fracture qui ronge l'armée ukrainienne de l'intérieur. Là-bas, près de 4000 soldats, épuisés et furieux, songent à retourner leurs armes, non contre l'envahisseur, mais vers Kiev, lassés d'être sacrifiés pour l'image du pouvoir. Cette situation rappelle la mutinerie du front de l'Est lors de la Première Guerre mondiale, où des soldats russes épuisés et désabusés ont fini par se retourner contre leur propre commandement, déclenchant une vague de rébellions internes qui ont précipité la chute du régime tsariste. Au centre de ce chaos, le général Drotapoy a pris une décision inédite. Il s'est affranchi des ordres, lançant toutes les réserves dans une offensive désespérée, bravant le commandement central. Les pertes humaines s'accumulent de façon exponentielle, dépassant largement la limite du supportable. Chaque jour, des dizaines, parfois des centaines de jeunes vies sont englouties, non dans l'espoir d'une victoire militaire, mais pour préserver une façade médiatique. C'est un schéma qui rappelle la bataille de la Somme, où des milliers de soldats furent sacrifiés pour quelques mètres de terrain et une opération de communication destinée à rassurer l'opinion publique britannique. La géographie de Kupiansk aggrave encore l'hécatombe. Une seule route, encerclée, où chaque véhicule, chaque soldat, devient une proie idéale pour les drones et l'artillerie russe. Pas de retraite possible, aucun abri. Avancer, c'est risquer la mort. Reculer, c'est défier la justice militaire. Cette configuration rappelle le piège de Dien Bien Phu, où les forces françaises se retrouvèrent encerclées, toute retraite coupée, et où la logistique défaillante précipita la défaite. Derrière la fureur des combats couve une menace plus profonde. Si la rupture se transforme en mutinerie, l'armée ukrainienne pourrait s'effondrer, laissant civils et territoires à la merci de l'ennemi, sapant la confiance internationale. Ce n'est plus seulement une bataille géographique, mais la survie même de l'État ukrainien et la crédibilité de ses alliés qui se jouent ici. L'exemple de la guerre du Vietnam, où la démoralisation et la perte de confiance au sein de l'armée sud-vietnamienne accélérèrent la défaite, plane comme une ombre menaçante. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé par une simple photo prise devant une stèle qui a déclenché la chaîne d'événements menant à ce point de rupture. Cette image, censée galvaniser les troupes et rassurer les alliés, va au contraire semer la discorde et ouvrir la boîte de Pandore de la défiance interne. Pour comprendre la mécanique de ce désastre, il faut revenir sur cet instant précis et dévoiler ce qu'il cachait vraiment. La photo n'était qu'un début. Le reste était bien plus sombre. Elle fut prise à la hâte avec pour seul objectif de prouver la présence de Volodymyr Zelensky sur le front, mais des détails troublants vont rapidement semer le doute. Tout part d'une image. Une photo censée incarner la résistance ukrainienne à Kupiansk, mais qui va, en réalité, semer la discorde. Pour Volodymyr Zelensky, le front ne se limite plus aux tranchées. Il s'étend dans les médias occidentaux, là où le symbole pèse parfois plus lourd que la victoire tactique. L'image, la perception, la narration internationale deviennent des armes aussi redoutables que n'importe quel missile. On se souvient du rôle qu'avaient en joué les images de la libération de Paris en 1944 dans le moral des Alliés et dans la perception de la victoire. Quand le président russe proclame sur une chaîne mondiale que Kupiansk est désormais russe, c'est une humiliation publique pour Kiev. La réaction ukrainienne est immédiate. Il faut contrer l'affront, rassurer les alliés, prouver que l'Ukraine ne cède pas, peu importe le coût. Une photo de Zelensky devant la stèle de Kupiansk circule alors, présentée comme une preuve éclatante de la ténacité ukrainienne. Dans un contexte où la guerre de l'image prend le pas sur la réalité, chaque détail compte, mais l'image enflamme la suspicion. Des internautes remarquent des détails étranges, parlent de retouches, d'intelligence artificielle. La polémique envahit Twitter, Telegram, tous les nouveaux champs de bataille de l'opinion. Loin de calmer les doutes, la photo les attise. Certains alliés réclament des explications, d'autres préfèrent n'en se taire. L'opinion ukrainienne s'interroge, tandis que les médias russes raillent ouvertement la mise en scène. Cette situation rappelle la polémique autour de la fameuse photo de l'alunissage d'Apollo 11, qui avait suscité de nombreux débats sur sa véracité. Ce qui n'était qu'une controverse devient une crise politique. Zelensky, piqué au vif, donne l'ordre « reprendre Kupiansk coûte que coûte ». L'objectif n'est plus la stratégie militaire, ni la préservation de ses forces, mais la reconquête d'un symbole perdu. Il faut offrir une victoire à la télévision, rassurer les bailleurs de fonds, prouver que Kiev tient encore les rênes. Les officiers militaires tentent d'alerter sur les risques, mais la logique politique écrase toute objection. Cette dynamique n'est pas sans rappeler la bataille de Stalingrad,
où la dimension symbolique a pris le dessus sur la raison stratégique, menant à l'acharnement et à des pertes massives. Des brigades sont déplacées, des réserves arrachées à des secteurs critiques. L'armée déjà épuisée est projetée dans une bataille où la communication prime sur la réalité. Chaque décision pour l'image met désormais des centaines de vies en jeu et la confiance des alliés vacille. Le fossé se creuse entre la propagande du pouvoir et la vérité du terrain, menaçant la cohésion de l'armée. On retrouve ici une dynamique similaire à celle de la guerre de Corée, où la bataille de Pork Chop Hill fut menée davantage pour des raisons symboliques que stratégiques, au prix de vies humaines considérables. Si l'image prend le pas sur la réalité militaire, alors chaque choix devient potentiellement fatal, pour les soldats comme pour le commandement. À Kupiansk, la guerre n'est plus seulement défensive, c'est là que se joue la survie politique du régime au prix du sang. Cette tension entre politique et militaire a déjà mené à des désastres par le passé, comme lors de la défaite française en Algérie, où la fracture entre l'état-major et le pouvoir politique a sapé la cohésion des forces armées. Mais la géographie, la boue et la fatigue des hommes sont indifférentes à la propagande. Très vite, la politique va heurter de plein fouet la réalité du front. Le terrain ne ment jamais, les cours d'eau, les forêts, la météo et la topographie deviennent les arbitres silencieux de la bataille. Sous les ordres venus d'en haut, les premiers bataillons s'élancent vers Kupiansk. Bientôt, la ligne de front va révéler l'écart tragique entre l'image et le prix à payer. Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale disait « Les ordres les plus absurdes viennent souvent de ceux qui n'ont jamais vu le front ». Cette maxime semble tristement d'actualité à Kupiansk. Sur le terrain, la guerre ne laisse place à aucune illusion. À Kupiansk, la réalité frappe avec une violence glaciale. Encerclée par des rivières, des forêts et la steppe, la ville devient une souricière. À l'est, la large rivière Askol barre toute issue. Au sud, une plaine nue subit les frappes constantes de l'artillerie russe. Le nord-ouest, avec ses pentes boisées et ses ravins, interdit toute attaque coordonnée. Ainsi, une seule voie reste ouverte. Un étroit ruban traversant Moskovska-Radkivka, transformé en couloir de mort, pilonné sans trêve. Les soldats ukrainiens s'y engagent par groupes serrés, contournant les rares passages non criblés d'obus. Mais chaque mètre a déjà été piégé. L'artillerie russe a réglé ses tirs, les drones scrutent sans relâche. Un véhicule s'avance, il est aussitôt pris pour cible. Mercenaires et détenus, mobilisés à la hâte, servent d'avant-garde sacrificielle, ouvrant la voie à d'autres qui savent déjà leur sort. Les pertes s'accumulent avant même d'approcher les faubourgs de Kupiansk. Colonnes blindées et fantassins s'effondrent sous les frappes, incapables d'avancer. On retrouve ici les leçons amères de Verdun, où chaque mètre conquis se payait au prix de centaines de vies. Dans cette nasse, l'épuisement moral est absolu. Beaucoup parlent d'une « route sans retour », y entrer, c'est disparaître. Certains refusent d'obéir, préférant la sanction militaire à une mort absurde. Des officiers, à voix basse, avouent l'inutilité de ces assauts, trop prévisibles, trop meurtriers. Les discussions privées se multiplient, la tentation d'une révolte n'est plus taboue. Près de 4000 hommes sur ce front songeraient à retourner leurs armes, non contre l'ennemi, mais contre le pouvoir de Kiev qui les pousse vers l'abattoir pour une victoire d'apparence. Cela rappelle la mutinerie de Cattaro en 1917, où des marins autrichiens, sentant l'absurdité de leur mission, se rebellèrent contre un commandement jugé indifférent à leur sort. La défiance s'étend, la peur d'une mutinerie grandit chaque jour. Le commandement doit composer avec des soldats démoralisés, parfois insoumis, incapables de s'unir. Le danger n'est plus seulement militaire, il devient existentiel. Si ce front s'effondre, ce n'est pas seulement une ligne qui cède, mais l'autorité de tout le système et la survie de la défense nationale qui vacille. Les conséquences d'une telle rupture pourraient être comparables à celles survenues lors de la chute de Kaboul en 2021, où la désintégration de la chaîne de commandement a entraîné un effondrement éclair de la structure militaire. À l'arrière, les messages officiels peinent à masquer le chaos. Pourtant, une décision inattendue va bouleverser l'équilibre précaire du front. Le général Drotapoy, figure aussi redoutée que contestée, mène désormais sa propre guerre. Il défie ouvertement le chef suprême et prend des décisions dictées non par la stratégie officielle, mais par la nécessité brutale de survivre sur le terrain. Ce schisme n'est plus confiné aux coulisses. Mariana Bezuglaya, députée et ancienne reporter, brise le silence. Elle affirme que plusieurs milliers de soldats envoyés au massacre à Kupiansk sont prêts à retourner leurs armes, non plus contre l'ennemi, mais contre ceux qui les sacrifient pour l'image politique de Kiev.
Ce cri public résonne comme une déflagration dans toute la chaîne de commandement. La colère ne peut plus être contenue, alors que la désobéissance gagne les rangs à une vitesse alarmante. On retrouve ici les prémices de la mutinerie du Potemkin, où la dénonciation publique d'injustices internes a mené à une explosion incontrôlable de la dissidence. Mais la crise s'étend bien au-delà de Kupiansk. Au sud et à l'est, l'Ukraine recule, perdant des positions stratégiques vitales. Gaïtchour, Pechanoé, ces deux noms incarnent aujourd'hui la déroute d'une défense fragilisée. À chaque secteur perdu, c'est un pan entier du front qui vacille, menaçant d'entraîner une réaction en chaîne incontrôlable. Cette situation n'est pas sans évoquer la débâcle française de 1940, où la chute de points clés a précipité la désorganisation générale et la reddition rapide. Les pertes matérielles et humaines explosent. Les chars partent en flammes par dizaines, les colonnes de véhicules jonchent les routes transformées en pièges mortels. De nouveaux bataillons sont créés à la hâte, mais ils s'effondrent aussitôt sous le choc des combats, incapables de remplacer les unités d'élite anéanties à Kupiansk. Les témoignages de soldats racontent la même histoire. Manque de formation, équipement vétuste, morale en berne. Certains évoquent la bataille de Monte Cassino où, faute de préparation et d'unité, les assauts se répétés n'ont abouti qu'à des pertes massives. Partout, la tension s'intensifie à mesure que réseaux sociaux et médias indépendants percent la censure officielle. Les manipulations du pouvoir sont exposées sans filtre. Vidéos falsifiées, mises en scène grossières, discours triomphants coupés de la réalité du terrain. L'information circule à la vitesse de la lumière, rendant impossible toute dissimulation durable. Cette transparence forcée rappelle la guerre du Golfe, où la diffusion en direct des opérations a bouleversé la perception publique et le contrôle de l'information. Chaque jour dans ce chaos rapproche l'Ukraine d'un effondrement du front sud. Plus inquiétant encore, la chaîne de commandement elle-même menace de rompre, incapable de restaurer la confiance des troupes ou d'endiguer la vague de défiance. Les exemples historiques abondent, de l'armée impériale russe à la Wehrmacht de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'effritement du commandement a précipité la débandade générale. La question n'est plus de savoir si ces fissures sont graves, mais jusqu'où elles s'étendront, avant l'irréparable. Le risque n'est plus abstrait. Il se mesure en vies sacrifiées, en kilomètres cédés et en crédibilité perdue. Les analystes militaires commencent à parler d'une possible contagion vers d'autres secteurs du front, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'ensemble de la défense ukrainienne. À mesure que la situation dégénère, la pression sur le pouvoir central devient insoutenable. Les prochaines heures pourraient en décider du sort de tout le front sud. La perte d'une ville comme Kupiansk, au-delà de sa valeur stratégique, aurait un impact psychologique et politique comparable à la chute de Saïgon en 1975. Derrière l'apparence des batailles, c'est une maladie profonde qui ronge l'armée. À Kupiansk, ce qui se joue dépasse la simple conquête d'un point sur la carte, c'est la guerre des symboles, où l'obsession de l'image supplante l'efficacité militaire. Cette dérive menace l'avenir même de la défense ukrainienne. Pour illustrer cette mise en scène, pensons à la bataille de Berlin en 1945, où chaque drapeau hissé sur le Reichstag était soigneusement photographié et mis en scène pour la postérité. Quand le pouvoir réécrit la réalité, la confiance des combattants et du public se fissure. Les soldats voient que l'on privilégie les images triomphales à leur propre sécurité. Les récits officiels, les dénégations et les mises en scène sapent leur morale. Progressivement, ceux que l'on envoie au front sentent qu'ils servent un récit, non la défense de leur pays. Cette fracture, si elle s'élargit, peut faire basculer une armée entière dans l'apathie ou la révolte. Ce glissement sème la division. Les tensions internes deviennent l'arme la plus efficace de l'ennemi. Officiers et soldats s'affrontent sur la légitimité des ordres. Quand des milliers d'hommes menacent de retourner leurs armes contre leur chef, le front se fragilise de l'intérieur. Chaque suspicion, chaque colère érode la résistance. Les archives de la Première Guerre mondiale sont pleines de lettres de soldats dénonçant ce même sentiment d'abandon et d'incompréhension. À Kupiansk, la rupture entre la stratégie militaire et la logique politique est flagrante. Les décisions prises pour la télévision coûtent des centaines de vies pour quelques secondes d'héroïsme diffusé. Les généraux, réduits au silence, voient leurs réserves sacrifiées dans des opérations sans espoir. Ce déséquilibre crée un terrain propice à l'effondrement. On pense à la désastreuse offensive du chemin des Dames, où la pression politique a conduit à une opération vouée à l'échec. Mais le pire est ailleurs, le cas de Kupiansk n'est pas isolé. Si ce schéma s'étend, c'est tout le front qui menace de se disloquer.
Les lignes défensives deviendront chimériques, les villes tomberont les unes après les autres, faute d'avoir remis la stratégie au cœur de la décision. À chaque échec, la défiance grandit et la cohésion s'étiole. L'histoire de la chute de l'Empire romain regorge d'exemples où la désunion et la perte de confiance ont précédé la défaite militaire. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est accepter la défaite à moyen terme. On sacrifie alors non seulement le territoire, mais aussi une génération de soldats et la confiance d'une nation entière dans son armée. Le prix ne sera pas seulement mesuré en kilomètres perdus, il sera humain, moral, historique. Les conséquences pourraient durer des décennies, comme ce fut le cas pour l'armée française après la débâcle de 1940. Voilà la leçon amère de Kupiansk. Tant que la politique sacrifiera la logique militaire sur l'autel des symboles, chaque victoire médiatique préparera une défaite sur le terrain. Il est urgent de restaurer l'écoute, de rebâtir la confiance et de replacer la stratégie au centre des choix. Pour cela, des mesures concrètes s'imposent. Premièrement, réintégrer les officiers de terrain dans la boucle décisionnelle et leur donner la possibilité de refuser des ordres suicidaires sans risquer la cour martiale. Cela suppose une réforme en profondeur de la chaîne de commandement, inspirée des pratiques de l'armée israélienne qui valorise la remontée d'informations du terrain. Deuxièmement, instaurer une transparence dans la communication officielle en acceptant de reconnaître les échecs et les pertes. C'est la condition sine qua non pour restaurer la confiance des soldats et de la population. L'armée britannique, après la catastrophe de Dunkerque, a su transformer une défaite en symbole de résilience grâce à une communication honnête et mobilisatrice. Troisièmement, repenser l'utilisation des réserves pour éviter de sacrifier inutilement des bataillons entiers. Il s'agit de privilégier la préservation des effectifs et la préparation de contre-offensives réfléchies, plutôt que de chercher à tout prix des victoires médiatiques. Les doctrines modernes de la guerre insistent sur la nécessité de ménager ses forces pour durer dans le temps. Enfin, rétablir les liens entre le commandement et les soldats par la mise en place de cellules de soutien psychologique et de dialogue au sein des unités. Les armées ayant traversé des crises morales majeures, comme l'US Army au Vietnam, ont mis en place de telles structures pour éviter l'effondrement du moral. La conclusion s'impose. Mais chacun, soldat ou civil, devra en tirer ses propres responsabilités. Le destin de l'armée ukrainienne ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais dans la capacité à se réinventer, à écouter ses propres avertissements et à renouer avec l'esprit de corps. La question reste entière. L'armée saura-t-elle se réinventer avant qu'il ne soit trop tard ? Ce qui se joue à Kupiansk pourrait bien annoncer l'avenir de tout le front. L'histoire l'a montré maintes fois. Qu'il s'agisse de la Rome antique, de l'armée napoléonienne en Russie ou des forces alliées à Dunkerque, la capacité à reconnaître ses erreurs et à tirer les leçons du terrain fait la différence entre la survie et l'effondrement. La débâcle d'une armée débute rarement par l'effondrement de ses lignes. Elle naît, plus souvent, d'une trahison silencieuse de ses propres principes. À Kupiansk, cette trahison n'est pas une simple défaite militaire. C'est la fracture entre la logique du terrain et les exigences politiques de Kiev. Non pas l'ennemi, mais la volonté de préserver une image à tout prix, fissure la défense ukrainienne. Depuis plus de 10 jours, l'état-major puise dans les réserves de toutes les régions. Soldats, mercenaires, condamnés, tous sont jetés dans une nasse où l'artillerie ennemie broie chaque colonne. Les pertes deviennent si écrasantes que, pour la première fois, des milliers d'hommes envisagent de retourner leurs fusils, non contre les Russes, mais contre leur propre chef. Ce schisme, à la fois muet et profond, pourrait marquer un point de non-retour. Quand 4000 soldats songent à la mutinerie, c'est que la confiance dans l'État, la hiérarchie et la mission s'est irrémédiablement effondrée. La crise de Kupiansk dépasse donc le cadre tactique. Elle incarne une faille systémique. Culte de la communication, manipulation des faits pour rassurer l'Occident, mépris affiché pour la vie des soldats. À chaque ordre donné pour sauver la façade médiatique, c'est la légitimité du commandement qui s'effrite encore. Plus qu'une simple défaite, Kupiansk expose la fragilité d'une armée sourde à ses propres avertissements. Si ce signal n'est pas entendu, la perte de Kupiansk risque de n'être que le prologue d'une longue série noire pour l'Ukraine. L'histoire le montre, toute armée commence à s'effondrer quand la confiance entre ceux qui ordonnent et ceux qui obéissent se rompt. Rétablir cette confiance, redonner voix aux réalités du front, voilà le premier pas vers la survie. Sinon, Kupiansk ne sera que le premier domino à tomber dans une crise bien plus vaste.